Mes chers amis, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers adhérents de Paris Europlace, cette année, pour présider notre déjeuner de place habituel, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes, Monsieur le Ministre, cher Laurent, un ambassadeur passionné de l'attractivité de la France, avec un profil très rare, qui est d'une carrière très riche, à la fois dans le privé. Vous avez été collaborateur d'Euronext, vous avez travaillé dans toute la sphère de BPI Oseo, et dans le public, vous avez une carrière également riche que je vais retracer très brièvement. Dans vos fonctions actuelles, vous avez en charge la promotion de nos entreprises et de leurs produits et la mission d'attirer chez nous les investisseurs étrangers dans un contexte de vent moyennement encourageant à l'échange et au développement du commerce. Dans l'étape précédente, vous avez été ministre du Budget avec un sens de la rigueur que celui qui est tombé dans le budget quand il était petit ne peut que saluer. Et je peux témoigner que vous avez gardé ce sens de la rigueur. Auparavant, vous avez été directeur général de Business France pendant plusieurs années, avec la responsabilité opérationnelle de cette politique d'attractivité qui a porté tant de fruits, comme en témoignent les épisodes successivement réussis de Choose France et les chiffres records qui ont encore été marquants il y a quelques semaines lors de la session de Versailles. Plus tôt encore, en tant que parlementaire, vous avez été le plus jeune ou l'un des plus jeunes rapporteurs du budget de la Ve République, puisque c'est à 34 ans que vous avez contribué à cette politique de l'offre que nous appelons de nos vœux aujourd'hui pour la compétitivité du pays. Je conclurai en disant que vous êtes également un amateur de rugby, puisque vous avez été capitaine du 15 parlementaire. Donc vous avez une faculté de travailler en commun qui est précieuse et qui fait de vous une personnalité très importante pour ce jeu collectif dont on a besoin pour faire gagner la France. Donc en ces temps tourmentés, je suis particulièrement heureux de vous donner la parole dans quelques instants pour nous délivrer votre bonne parole. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, cher Augustin de Romanet, Monsieur le Directeur général de Paris Europlace, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités ici très nombreux, chers amis de la place, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Augustin, d'abord pour votre invitation. Je suis extrêmement honoré d'être avec vous pour ce déjeuner de place. Vous l'avez dit, que j'ai connu dans différentes fonctions auparavant. Il y a une grosse dizaine d'années, je devais quémander à Stéphane Bougelin une place pour pouvoir y participer. Je suis extrêmement heureux de le présider aujourd'hui avec vous, dans un contexte évidemment qui a grandement évolué. Ces derniers mois, en particulier, bien sûr, j'en dirai un mot, mais d'abord saluer l'organisation et remercier tous ceux qui œuvrent pour ce Paris Finance Forum, tant il est aujourd'hui observé, regardé, bien sûr, de notre propre écosystème français, européen, mais partout dans le monde et qui fait parfaitement écho, merci de l'avoir mentionné, à tous les efforts d'attractivité qui ont été faits ces dernières années par notre pays. Choose France, mais aussi ce forum, évidemment, vont de pair. Tout cela fonctionne ensemble et réunit ici les plus grands architectes, finalement, de notre puissance financière. Et je sais, parfois, ce n'est pas assez dit, ô combien elle fait partie des atouts structurels de notre pays. Je répète à l'envi à quel point notre système bancaire robuste, solide, notre système assurantiel, notre système boursier en France, en Europe, est évidemment une force. Donc votre présence ici, c'est d'abord un signe. Celui que la place de Paris est bien vivante, et je crois que Jean-Charles Simon me disait tout à l'heure que c'était un record d'affluence cette année, et ce n'est évidemment pas un hasard, probablement parce que beaucoup de questions se posent, et que assister à tous les panels qui sont organisés est aussi évidemment une façon de s'informer et d'échanger, mais ça démontre aussi que la place de Paris, elle rayonne et elle attire.
et que c'est donc un pilier indispensable à l'attractivité française et aussi, puisque c'est de plus en plus notre sujet, à la souveraineté économique européenne. Je disais que ce n'était pas assez mentionné, et vous me permettrez de m'attarder un peu dans mon discours sur tous les beaux succès que nous avons eus à Choose France dans le domaine financier, dans le domaine des services financiers, tant cela a été important ces dernières années, et tant notamment la dernière édition a encore permis de franchir des étapes extrêmement importantes, souvent moins télégéniques et moins médiatiques que l'ouverture d'une usine ou d'une vallée de la batterie, mais finalement, dans tout l'impact que cela crée sur l'économie réelle, évidemment, si stratégique. Nous vivons dans un monde évidemment fragmenté, fait d'incertitudes géopolitiques, de tensions commerciales. Ce n'est pas le ministre délégué en charge du commerce extérieur qui dira le contraire. Juste, j'ouvre une parenthèse. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai demandé à tous les derniers prédécesseurs que j'ai reçus immédiatement de me décrire globalement, par pourcentage, puisque c'est un portefeuille à plusieurs ouvertures, comment ils répartissaient leur temps de travail. Et disait, en gros, c'est de l'export à 40%, de l'attractivité à 40%, des Français de l'étranger à 10%, et puis la politique commerciale, tu laisses ça à Bruxelles, grosso modo, c'est un petit 10%. Bon, je passe à peu près 80% de mon temps sur les enjeux de politique commerciale, puisque j'ai eu le bon goût de prendre ces fonctions en même temps que l'investiture de Donald Trump pour son nouveau mandat. Et qu'après avoir pris le budget dans une période aussi facile que c'était l'automne dernier, comme dit ma femme, le jour où tu es ministre de la Santé, préviens-moi, je me confine avant tout le monde, parce que je pense que j'ai un caractère chat noir, mais ça n'empêche pas de vous délivrer quelques pensées et comment je vois les choses pour la suite des prochains mois. Je crois qu'il y a évidemment de quoi aujourd'hui utiliser la séquence globale comme une opportunité formidable pour l'Europe et pour la France. Cela a été dit, mais il faut d'abord insister là-dessus. Ça n'enlève en rien la nécessité d'être extrêmement concentré et d'accélérer sur les efforts structurels que nous avons à faire pour améliorer non seulement l'attractivité, mais évidemment la compétitivité de notre économie et de notre secteur financier. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, et je dois me réattarder un temps sur ce qui a été fait en France depuis 2017. Pas sous forme d'autosatisfaction, mais pour toujours se rappeler que les réformes qui ont été mises en place depuis 2017 sont évidemment la première raison au gain d'attractivité de notre pays. Quand vous allez à Choose France et que vous demandez pourquoi l'investissement est fait cette année ou ces dernières années et n'avait pas été fait entre 2010 et 2017, évidemment, il n'y a pas de miracle. Les réformes fiscales des projets de loi de finances de 2018, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la réforme de la flat tax, avec la suppression de l'ISF remplacée par l'IFI, tous ces paquets fiscaux plus les ordonnances pénicaux du début du premier mandat du président de la République sont des éléments extrêmement structurants, extrêmement clés. Et je le dis encore une fois, pas pour dire que ça n'a plus d'importance, mais gâteau avalé n'ayant souvent plus de saveur, il faut toujours rappeler à quel point ces efforts, et politiquement pas toujours faciles à porter, ont été évidemment la première des raisons du regain d'attractivité de notre pays. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi évidemment renforcer nos infrastructures, accélérer la digitalisation des services, notamment des services publics, réformer notre droit des affaires, tout ce que vous connaissez ici par cœur comme public averti, mais qui fait qu'aujourd'hui, la place de Paris bénéficie d'un environnement qu'on peut qualifier de robuste au sein d'un marché européen qui reste, malgré toutes ces turbulences, un espace de stabilité et de sécurité juridique. Le fait que la plateforme Europe, comme j'ai coutume de la qualifier, soit devenue un espace de stabilité pour les investissements est évidemment une opportunité considérable. Et cela s'observe dans les chiffres dès aujourd'hui. Le fait que le grand mécano commercial et d'investissement soit totalement chamboulé depuis le début de l'année fait qu'on investit davantage en Europe. On investit directement comme corporate, on investit aussi directement du point de vue des capitaux, et cela est une opportunité formidable. L'erreur, et ce que nous pourrions faire, parce que l'histoire récente nous a démontré que nous étions capables de le faire, serait de se satisfaire de cela. Et de dire que finalement, comme il y a une redirection des investissements et des capitaux, c'est une bonne nouvelle et on va donc s'en satisfaire. Il faut, à l'inverse, dans ces moments-là, accélérer sur tous les efforts structurels que nous devons faire,
en Europe, bien sûr. Madame la députée, chère Aurore Lalucq, est présente aujourd'hui. Nous avons besoin, évidemment, d'avoir une Europe qui facilite et qui rend davantage possible nos investissements et la croissance et la compétitivité pour nos entreprises partout dans l'Union européenne et évidemment inviter à libérer tout le potentiel que nous avons. Je lisais en venant là-dessus tout ce qui se prépare sur le projet de loi de Bruxelles pour relancer le marché européen de la titrisation. Bien sûr, il faut y aller là-dessus et le momentum est évidemment parfait pour accélérer en la matière. Du point de vue français, évidemment, à quelques semaines ou même, c'est en ce moment même, de la préparation du prochain projet de loi de finances, garder, et c'est bien la ligne du gouvernement de François Bayrou, de la cohérence dans ce qui a été fait depuis maintenant 8 ans, maintenir une politique de l'offre, une politique de l'attractivité, assumer le défi qui est celui du redressement de nos finances publiques sans retomber dans une facilité d'augmentation d'impôts et d'instabilité fiscale, ennemi juré, vous le savez mieux que quiconque, de l'investisseur, ennemi juré du maintien de l'attractivité de notre pays. Et oui, je le dis en passant, c'est bien par la baisse de la dépense publique que se résout sinon crise, le défi du redressement de nos finances publiques en France. Je crois que quand on se compare aux autres pays, cela évidemment est quelque chose qui saute aux yeux. Mais nous n'avons pas attendu évidemment que cela soit aujourd'hui d'actualité. Pour continuer à avancer, ces dernières années ont aussi permis en France d'avoir un certain nombre d'améliorations législatives. Je pense à la proposition de loi d'Alexandre Holroyd, qui est aujourd'hui promulguée, qui avait passé d'ailleurs la période de la dissolution et qui est aujourd'hui tout à fait en vigueur et qui continuait à accélérer sur ce sens-là. Il y a toujours des objets législatifs, évidemment, à mettre sur la table pour continuer à simplifier et à accélérer notre attractivité de la place de Paris. Mais ce qui a été fait ces derniers mois démontre que le rythme ne baisse pas, mais qu'il faut continuer à accélérer là-dessus. C'était mon propos. Et donc c'est ensemble, acteurs financiers que vous êtes et pouvoir public, qu'on continuera ce défi. Il y a 2 années du mandat du président de la République devant nous. Ces 2 années, rendons-les utiles, continuons à travailler. On peut faire de ces 2 années, à la fois au niveau européen et au niveau national, des années d'accélération formidables en utilisant le contexte géopolitique actuel. J'en suis profondément convaincu. Et donc, ce n'est pas un hasard si le président de la République a choisi de mettre en lumière notamment 2 investissements financiers lors du dernier sommet Choose France, parce que nous sommes convaincus qu'il faut davantage les mettre en valeur. On peut penser bien sûr à JP Morgan, dont le CEO Jamie Dimon a annoncé aux côtés du président qu'il renforçait son implantation parisienne pour en faire un véritable hub européen des activités de la banque. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir à quel point Jamie Dimon est lui-même un des meilleurs ambassadeurs de l'attractivité de la place de Paris et de la France en général depuis les premiers sommets Choose France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à attirer des acteurs internationaux sur notre territoire, non seulement ils continuent à investir, mais en plus cela en devient les meilleurs porte-parole auprès de leurs pairs et que nous devons continuer évidemment à accélérer là-dessus. Je pense aussi au PIF, le Fonds souverain saoudien, dont le gouverneur est venu inaugurer le nouveau bureau parisien. Nous étions quelques-uns pour l'accueillir. Là aussi, implantation française pour le marché européen. Qui aurait imaginé le PIF choisir Paris il y a 10 ans pour ses activités en Europe? Ça, ce sont des avancées d'aujourd'hui qui démontrent bien que le dynamisme et la force de frappe qui est la nôtre depuis plusieurs années demeurent et continuent évidemment à faire prendre des décisions tout à fait favorables à notre place. À Versailles, nous avons aussi d'autres annonces d'investissement que je voudrais citer. Adia, qui a conclu un accord avec PAI Partners pour acquérir une participation notamment dans European Camping Group avec un ticket de 600 millions d'euros. Aussi Icon Infrastructure, les Britanniques, qui prévoient un investissement en fonds propres à hauteur de 500 millions d'euros sur les 3 prochaines années dans des secteurs clés comme la transition énergétique, les transports, la logistique, les télécoms, le recyclage. Revolut, qu'on pourrait aussi citer, qui a annoncé l'ouverture de son nouveau siège social pour l'Europe de l'Ouest à Paris, ce qui permettra à tous ceux qui ont un compte Revolut de ne plus avoir à le déclarer sur sa déclaration d'impôt, puisque ce sera français, et qui prévoit donc de déposer une demande aussi d'agrément comme établissement de crédit dans notre pays.
1 milliard d'euros, c'est le montant de l'investissement qui a été donné pour les 3 prochaines années. Ce sont 200 emplois. Bref, tout ça, ce sont des nouvelles en plus qui datent de seulement 3 semaines, puisque le dernier Choose France, c'était le 19 mai dernier. Et il faut bien se rendre compte que dans ce moment-là, on continue à consolider ce que l'on fait. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais j'insiste sur le corollaire de cela. Nous devons rester extrêmement vigilants dans le fait que ce que l'on nous dit, c'est on veut bien continuer à investir, on croit toujours dans l'attractivité de la France, mais attention à tous les signaux faibles qui pourront être envoyés, évidemment fiscaux, mais aussi évidemment réglementaires. Et là, la réglementation européenne, évidemment, regardée de très près. Mais c'est une conviction stratégique. Paris est devenu une destination naturelle pour les capitaux internationaux de long terme. Et ça, c'est évidemment une dynamique extrêmement précieuse. On a près de 6 000 transferts d'emplois maintenant depuis le Brexit qui ont été comptabilisés. Et cette dynamique n'est pas encore achevée. On pourrait citer P&G qui est basé à Hong Kong, la consolidation des équipes d'investissement de Goldman Sachs, de Citi, de Nomura. Bref, Paris affirme son rôle central dans la carte mondiale des investisseurs financiers. Un mot aussi pour parler de finances vertes, car nous savons que Paris s'impose comme un leader européen en la matière, avec des acteurs majeurs de l'obligataire durable, des places actives sur le marché des ESG, des hubs dynamiques dans les fintechs climatiques. Tout cela est évidemment un avantage comparatif clé. Quand on se demande comment la France réussit mieux à l'international que d'autres pays, aujourd'hui, vous avez nos savoir-faire traditionnels industriels qui rayonnent dans le monde sur des secteurs clés, évidemment l'énergie, les transports, etc. Mais vous avez évidemment le caractère de décarbonation et le caractère de développement durable qui émerge très souvent sur le savoir-faire français. C'est important qu'en matière financière, nous soyons aussi pionniers en la matière. C'est aussi à Paris que se développe l'intelligence artificielle appliquée à la finance, portée par des start-up innovantes, mais aussi par de grands groupes qui font le pari de l'IA générative pour transformer leur métier. Là aussi, je renvoie au sommet de l'IA qui a eu lieu au mois de février, qui a permis aussi à la France de rayonner sur des investissements records. 109 milliards d'euros ont été annoncés lors de ce sommet pour l'IA, beaucoup dans les infrastructures, mais qui dit infrastructure dit enjeu de souveraineté, qui dit enjeu de souveraineté dit enjeu d'attractivité pour faire venir justement tous les acteurs financiers qui ont besoin de savoir que les datas sont évidemment stockées quand on parle d'IA générative sur le continent européen et à Paris en particulier. Donc, mesdames et messieurs, pour le résumer, nous pourrions dire que la place de Paris a changé d'échelle. Elle est aujourd'hui un pilier de notre attractivité et elle n'est pas accessoire. C'est une vitrine aussi d'un savoir-faire et puis surtout, c'est un levier de souveraineté dont il faut avoir conscience. Donc, dans un monde incertain, Paris incarne la stabilité. Dans une économie en transformation, Paris incarne la modernité. Et dans une Europe en quête de puissance, elle incarne l'ambition. Et tous les enjeux conjoncturels qui nous sont aujourd'hui imposés sont de formidables opportunités pour continuer à nous transformer de façon structurelle et faire de la place de Paris pour longtemps la place où il fait bon investir depuis partout dans le monde. Je vous remercie pour votre invitation et vous souhaite un excellent déjeuner de place.